Bonjour Axel et bonjour à tous. On est très heureux de vous accueillir pour partager avec vous les dernières avancées de l'intelligence artificielle dans le groupe LVMH. Alors LVMH, leader mondial du luxe, et aussi un groupe où plus que jamais la transformation passe par la data. Axel, peut-être que tu peux te présenter? Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Donc je suis Axel de Goursac, Head of Data Science chez LVMH. Et donc mon rôle, c'est d'accompagner les maisons LVMH qui le souhaitent dans leurs projets AI pour des objectifs business, mais aussi de mettre en place une stratégie algorithmique au niveau groupe. Bon, moi, je vais me présenter aussi. Donc, je suis Charlotte Veil, présidente d'Equancy. Et Equancy, en quelques secondes, cabinet de conseil autour de la transformation digitale et data. Autrement dit, ce qui nous anime, ce qui nous passionne, c'est d'aider les entreprises à exploiter la data et le digital pour créer de la valeur et générer du business. Donc, Axel, ça fait à peu près un an qu'on a Oui. la chance et le plaisir de travailler avec le groupe LVMH. Peut-être que tu peux nous décrire brièvement vos enjeux liés à l'IA qui nous ont amenés à collaborer ensemble. Bien sûr. Donc chez LVMH, nous utilisons l'intelligence artificielle principalement pour deux objectifs. Donc la personnalisation de l'expérience client et l'amélioration de l'efficacité des opérations. Alors, on a notamment un très fort enjeu de construire une intelligence artificielle qui soit adaptée à notre identité LVMH pour que le client y vive cette expérience de luxe des maisons LVMH comme il a l'habitude de la vivre, de manière omnichannel, donc comme une prolongation de l'expérience traditionnelle. Et ça implique pour l'intelligence artificielle qu'on développe 3 points. D'une part, de se distancier par rapport aux techniques d'IA mass market. Deuxièmement, de mettre la relation humaine au centre de l'expérience client. Donc, l'IA doit permettre d'enrichir ce moment d'échange humain et non pas de l'empêcher. Et troisièmement, un respect très fort de la data privacy, c'est ce qui est fondamental pour le luxe. Ok, très clair. Axel, je pense que tu seras d'accord avec moi quand je dis qu'on est entré dans un nouvel âge, une nouvelle ère de l'intelligence artificielle. On a le sentiment chez Equanti qu'on a longtemps été dans l'expérimentation, ce qu'on appelle les POC, les pilotes, et aujourd'hui, on attend de l'IA qu'elle ait un vrai impact sur le business et qu'elle transforme, mais alors concrètement, la réalité de l'entreprise. Donc nous, au fil des projets que l'on mène chez Equanti avec nos clients, on a pu identifier un certain nombre de bonnes pratiques, de facteurs clés de succès pour justement que l'IA soit une réalité. La première recette magique, j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas de magie, justement. Les projets IA, c'est des projets comme tous les autres projets, des projets multidimensionnels, avec de la data, bien sûr, avec de la techno, mais aussi avec une forte dimension humaine. D'ailleurs, ça commence toujours par la data et la techno, puis ça se termine toujours avec cette dimension humaine quand il s'agit de créer de l'adoption des applications IA par les équipes métiers. Un deuxième facteur clé de succès pour que l'IA ait un vrai impact business, ben, c'est justement de démarrer par le business, autrement dit de faire participer, d'associer très en amont les équipes métiers à la définition et à la sélection des cas d'usage business, justement, de l'intelligence artificielle. Et puis, une troisième bonne pratique, qui est ce qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, et qui est particulièrement vrai dans les groupes comme le vôtre, qui sont multi-pays, multi-maisons, multi-marques, multi-enseignes, ça dépend des groupes, c'est d'être en capacité de faire de la réutilisation, c'est-à-dire de pouvoir répliquer, transposer un algorithme qui a été fait pour une maison de manière simple à l'ensemble des autres maisons. Ça veut dire dépasser le stade du projet par projet, où on recommence parfois un peu tout à zéro, et ça veut dire pouvoir construire un socle commun à l'ensemble des projets qui permettra d'accélérer justement la transposition, la réplication des projets à l'ensemble des maisons. C'est ce que vous appelez chez LVMH la stratégie algorithmique. Peut-être que tu peux nous décrire ce qu'il y a dans cette fameuse stratégie algorithmique. Tout à fait, Charlotte. Donc, on est très alignés déjà sur les 3 points que tu as soulignés. Et avant d'aller sur la stratégie algorithmique, pour remonter un petit peu dans le temps, donc nous avons commencé chez LVMH, comme beaucoup d'autres, par construire des algorithmes pour des cas d'usage spécifiques, qui dit Quick Win, qui apportent de la valeur business rapidement. Et
à ce moment-là, nous avons expérimenté aussi comme d'autres les difficultés inhérentes à leur industrialisation. Et après cette première phase, nous avons d'ailleurs beaucoup appris et on a aussi prouvé la valeur, c'est important pour onboarder, c'est ce que tu disais, eh bien, on construit maintenant ce qu'on peut appeler une stratégie algorithmique. C'est-à-dire, au-delà des projets spécifiques ou des algorithmes spécifiques qui constituent des objectifs tactiques, de construire une stratégie à plus long terme, c'est-à-dire un cadre de process et de bonnes pratiques qui vont permettre une efficacité maximale de nos algorithmes pour le business. Et le scaling, c'est une dimension. Et donc, en particulier, nous, on s'appuie sur 4 piliers ou enablers que vous pouvez voir. Donc, l'innovation, les talents, l'explicabilité et la scalabilité. Et je pense que c'est ce dont on va discuter avec Charlotte juste maintenant. Absolument, absolument. Alors, tu mentionnes l'innovation en premier. C'est quelque chose, je dois dire, qui peut surprendre et qui nous a marqué, nous, lorsqu'on a commencé à travailler avec vous, c'est-à-dire ce prisme très fort que vous mettez sur l'innovation, quand en même temps, vous mettez un prisme très fort sur l'impact business, et l'impact business, entre autres, à court terme. On sait qu'innovation et impact business ne font pas toujours bon ménage. Hein. Vous arrivez à les concilier. Et donc, Axel, je pense qu'il serait intéressant que tu nous parles des algorithmes innovants. En quoi d'abord les algorithmes que vous développez sont innovants et en quoi vous arrivez justement à ce que cette innovation contribue à davantage de business finalement? Très bien. Donc, pourquoi l'innovation? Eh bien, en fait, chez LVMH, dans les maisons LVMH, on a une grande tradition d'innovation et de créativité, bien au-delà de l'intelligence artificielle, mais ça se décline aussi au niveau de l'IA. Donc, comme tu le disais, il ne s'agit pas de faire de l'innovation à tout crin, sans but précis et donc sans valeur. Ici, on encadre strictement, de manière rigoureuse, l'innovation en intelligence artificielle pour des objectifs business précis et avec un protocole de test ou de benchmark qui soit très strict. Et ce qu'on expérimente, c'est qu'en général, l'innovation permet 2 choses. Premièrement, une plus grande performance des modèles de machine learning et donc un plus grand impact business, ça a un impact direct. Donc, pour donner un exemple, on a construit des modèles de deep learning inspirés d'articles de recherche sur les réseaux de neurones récurrents. Et ça nous a permis d'améliorer de plus de 100% les performances par rapport à des modèles de personnalisation qui étaient utilisés de manière state of the art par d'autres entreprises. Donc 100% sur des métriques statistiques. Et le deuxième point, c'est que l'innovation, ça nous ouvre aussi de nouvelles possibilités de cas d'usage. Par exemple, pour arriver à des niveaux très fins de personnalisation produit, donc on peut appeler ça le niveau SKU, eh bien, on a vraiment besoin de ces modèles de deep learning et qui vont incorporer aussi de la computer vision sur les images produits, par exemple. Sinon, on n'a pas de bonne performance. Et de même, on utilise aussi des modèles innovants comme l'active learning pour la collaboration entre l'humain et l'intelligence artificielle, qu'on appelle Human in the Loop. C'est pour ces 2 raisons que l'innovation, c'est vraiment un enabler pour nous. Tu mentionnes des taux d'amélioration de 100%, c'est vraiment des chiffres vertigineux. Je pense que les personnes qui nous écoutent, certaines d'entre elles doivent avoir le tournis. Juste pour compléter ce que tu dis, Axel, ce qu'on voit avec nos clients, c'est que bien souvent, on a des améliorations aussi de quelques points, hein, mais déjà quelques points, ça représente un impact business très, très important. Hein. Ça, c'est la première réflexion que je me faisais en t'écoutant. Et puis la deuxième, j'admirais la magnifique photo du bon marché qu'on vient de voir avant. Et la troisième, à propos d'innovation, et d'ailleurs ça fait le lien avec un autre des enablers, je pense qu'une autre vertu de l'innovation, c'est aussi de proposer des challenges aux data scientists, dont on sait qu'ils en sont extrêmement friands, hein, de ces challenges. Donc je pense que tout le monde est sensible à cet enjeu d'attractivité et de rétention des talents data. Pas juste les data scientists d'ailleurs, hein, également les data engineers, les ingénieurs big data. C'est un sujet qui intéresse tout le monde. Vous avez réussi à créer un environnement extrêmement stimulant, extrêmement motivant pour ces experts de la data, qui leur donne envie de venir, de travailler avec vous, et puis de rester et se développer. Je pense que ça serait intéressant, peut-être que tu donnes quelques conseils aux gens qui nous écoutent sur comment vous faites.
Merci. Donc, juste, on va donner les recettes qui marchent chez nous, hein, mais qui sont potentiellement partagées par d'autres. Donc, effectivement, comme tu le disais, les data scientists, ils aiment vraiment les challenges. Et donc, intégrer de l'innovation d'intelligence artificielle dans leurs algorithmes, ça fait vraiment partie de ces challenges qu'ils apprécient. Mais avant tout, tu vois, même au-delà de ça, je dirais que les data scientists, ils aiment voir que leur travail, ça a de l'impact sur le business et sur l'entreprise. Et donc, c'est très important déjà d'arriver à ce que le travail data science ait de l'impact, mais ensuite de communiquer auprès d'eux sur les résultats de ces algorithmes et de connecter les data scientists au business qu'ils aident avec ces algorithmes pour avoir les feedbacks de leurs algorithmes. Voilà, donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la dimension communauté. Un data scientist, souvent, quand il est seul, il est moins motivé, il est moins inspiré. Et donc, regrouper des data scientists, soit dans une équipe, soit quand on ne peut pas, au sein d'une communauté, c'est généralement un très bon moyen pour entretenir la flamme. Soit avec des événements, avec des data science meetups, c'est ce qu'on fait, avec des canaux de communication dédiés dans des outils comme Teams ou Slack, sans faire de pub, avec des codes review régulières ou du peer programming. Donc ça permet le partage de connaissances, ça permet des retours d'expérience, de stimuler la créativité sur ses propres problèmes, donc ça c'est super important, et ça permet aussi l'upskilling. Merci, je crois que ces conseils nous seront précieux à tous, y compris dans les cabinets de conseil comme le nôtre, comme Club et Quancy. Alors, le troisième enabler, c'est l'explicabilité. Donc l'explicabilité, bon, avec l'intelligence artificielle, on sait qu'il y a un risque de boîte noire, hein, comme on dit, c'est-à-dire on sait que ça marche mieux, mais on ne sait pas pourquoi, ce qui peut poser problème, à la fois pour l'adoption des applications d'intelligence artificielle par les équipes métiers, et puis pour convaincre aussi le top management de continuer à investir sur le sujet. Donc, ces sujets d'explicabilité, nous, on les voit arriver chez tous nos clients, hein, chez Quancy, chez tous les clients des Quancy commencent à être sensibilisés au sujet. En revanche, un certain nombre considèrent encore ce sujet d'explicabilité comme une contrainte. Et vous, et ça, c'est autre chose qui nous a marqué, vous le considérez comme une opportunité. Je pense que ton point de vue sur le sujet sera intéressant, Axel. Effectivement, donc déjà depuis plusieurs années, on porte toute notre attention sur cette question de l'explicabilité, à la fois en utilisant des frameworks open source comme SHAP, ça dira quelque chose aux experts, ou des algorithmes faits maison. Et pourquoi est-ce que l'explicabilité est importante pour nous? C'est parce que ça nous aide sur 3 points. Sur la partie éthique, donc pour donner de la transparence aux utilisateurs et sortir de cet aspect boîte noire qu'on entend bien souvent. Ensuite, pour l'adoption et l'utilisation de nos algorithmes par les métiers, nos users, parce qu'on va expliquer les prédictions de nos algorithmes et on va permettre aux experts d'être rassurés sur les mécanismes sous-jacents. Et enfin, pour nous, data scientists. En effet, expliquer nos prédictions, ça nous permet de mieux focaliser nos efforts pour améliorer nos modèles et réduire l'erreur statistique. Et finalement, c'est aussi un autre levier de motivation pour les data scientists, en fait, ces sujets d'explicabilité. Ok, merci Axel, c'est très clair et très riche. Alors le dernier enabler, si je me rappelle bien, c'est le passage à l'échelle, celui que tu as mentionné tout à l'heure. C'est également celui sur lequel on travaille ensemble, hein. Le passage à l'échelle, en fait, il y a 2 dimensions dans ce passage à l'échelle. On peut l'entendre à 2 sens, hein. Il y a le passage à l'échelle en termes de volumétrie de données. J'ai développé et je teste un algorithme sur 10% de mes données. Comment être sûr qu'il va avoir la même performance sur 100% de mes données? Et puis, il y a l'autre dimension qui est celle sur laquelle on collabore, qui est j'ai développé un algorithme pour une maison. Comment faire en sorte de le déployer justement le plus simplement possible sur l'ensemble de mes maisons. C'est là qu'intervient ce terme, peut-être barbare pour certains, qui est le terme de packaging des algorithmes, hein, sur lequel on travaille avec vous. Donc, en quelques mots, qu'est-ce que c'est que le packaging des algorithmes? On construit un algorithme et on le package, c'est-à-dire qu'on le rend générique, modulaire, pour pouvoir le transposer, répliquer le plus facilement possible à d'autres maisons. Axel, le passage à l'échelle et le scaling, quels en sont les grands principes chez vous? Sachant que là encore, je vais reboucler avec le sujet d'innovation dont on parlait tout à l'heure, il peut sembler que plus les algorithmes sont innovants et donc sophistiqués,
plus le passage à l'échelle et le scaling devient challenging. Donc, encore un nouveau challenge pour vous et pour nous qui vous accompagnons. Oui, tout à fait. Alors, tu as mentionné deux points très importants, deux enjeux très importants pour nous. La réutilisabilité des briques algorithmiques, à la fois pour différentes maisons et aussi pour différents use cases, et le passage à l'échelle en tant que volumétrie de données. Et je rajoute un troisième point, une industrialisation rapide. Donc ça, c'est vraiment les enjeux clés pour nous. Et donc, c'est pour ça qu'on a été accompagné par vous, par Ecansi, et on a mis en place un process de packaging fort des algorithmes qui étaient déjà développés pour les rendre à la fois modulaires, paramétrables, optimisés en termes de ressources. Donc là, c'est pour passer à l'échelle en termes de volumétrie, et ensuite prêts à l'industrialisation, et une industrialisation rapide. Donc pour ça, on utilise des bonnes pratiques de développement de code qui sont communes à tous et les techniques de MLOps pour à la fois faire tourner, versionner et monitorer en production ces modèles. Donc tu mentionnais l'innovation, donc c'est ça un très bon point. Effectivement, on va utiliser l'innovation, mais avant, on va l'évaluer, on va se dire est-ce que ça passe à l'échelle? Et si ça ne passe pas à l'échelle, eh ben, on ne l'utilise pas. Voilà. Donc, ça conclut le point ce quatrième enabler. Et pour revenir sur le sujet de la stratégie algorithmique, donc, on voit que ce dernier enabler, la scalabilité, c'est celui qui est, je dirais, aujourd'hui le plus évident pour tous. En 2021, je pense que tout le monde est convaincu de ce besoin de socle commun, au-delà même des cas d'usage spécifiques ou des projets. Donc, le message ici, dans cette conférence, eh bien, c'est qu'en fait, il y a d'autres piliers potentiels, comme l'innovation, le travail continu sur les talents et l'explicabilité, sur lequel on peut appuyer sa stratégie algorithmique d'entreprise à long terme pour maximiser l'efficacité des algorithmes. En tout cas, c'est ce que nous, on fait chez LVMH. Merci Axel, merci à tous, et puis à très bientôt. Merci beaucoup.